j'ai appelé ma sœur pour vérifier les derniers détails de son mariage prévu pour le lendemain. Je voulais juste être une bonne sœur. Mais elle a ri au téléphone, un rire cruel et ivre. Elle m'a dit « Oh, détends-toi. La fête était hier. On n'invite pas la honte de la famille à un événement royal. » En arrière-plan, j'ai entendu mes parents rire aussi. Ils ont ajouté « C'est elle la princesse, on devait lui obéir. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que le lundi suivant, j'allais tous les licencier. Et aujourd'hui? Ils pleurent devant ma porte, mais la serrure a été changée. Avant de vous raconter comment j'ai méthodiquement détruit la vie de ceux qui étaient censés m'aimer, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes en France, au Canada, en Belgique ou ailleurs? Et surtout, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos messages avant de plonger dans le drame. Je m'appelle Zélie. Cette année, j'ai fêté mes 32 ans, seule, avec un gâteau individuel acheté à la boulangerie du coin. Je me souviens de cette soirée de novembre, il y a quelques mois. Dehors, la ville de Nantes était noyée sous une pluie battante, typique de la région. Le vent fouettait les grandes baies vitrées de mon bureau situé au dernier étage d'un immeuble moderne surplombant la Loire. Seules les lumières de mon espace de travail perçaient l'obscurité. L'horloge murale, un objet design que j'avais payé une fortune, affichait 21 heures. Tout était silencieux, à l'exception du bourdonnement de mon ordinateur et du bruit de la pluie. Cela faisait 5 ans que j'avais fondé l'Éclat, mon agence d'organisation d'événements et de communication. En moins de 2 ans, nous étions devenus une référence dans le Grand Ouest. Les magazines locaux parlaient de moi comme de la reine de l'organisation, la magicienne de Nantes. Sur mon bureau, un exemplaire de Ouest France titrait « Zélie L, l'entrepreneur qui transforme vos rêves en réalité ». Sur la photo, je souriais, confiante, entourée de mon équipe. Mais la réalité était bien moins glamour. Je soupirais en massant mes tempes douloureuses. Je venais de passer en revue les rapports financiers mensuels préparés par ma sœur, Élodie. Ou devrais-je dire, préparés par le logiciel qu'elle était censée utiliser, car Élodie ne comprenait pas grand-chose aux chiffres. Élodie a 26 ans. C'est ma petite sœur. Dans notre famille, les rôles ont été distribués dès notre plus tendre enfance, comme dans une mauvaise pièce de théâtre qu'on ne peut pas quitter. J'étais l'aînée responsable, celle qui devait avoir de bonnes notes, celle qui ne devait jamais faire de bruit, celle qui devait montrer l'exemple. Élodie, elle, était la lumière, le soleil, la princesse. Pourquoi? Je ne l'ai jamais vraiment compris. Peut-être parce qu'elle était née prématurée et que mes parents, Gatien et Bérénice, l'avaient couvée comme un trésor fragile. Ou peut-être simplement parce qu'elle savait jouer de ses cils et verser une larme au bon moment. Quoi qu'il en soit, Élodie a grandi avec la conviction absolue que le monde lui devait tout. Il y a 2 ans, mes parents m'avaient convoqué pour un dîner de famille. « Zélie, ma chérie », avait commencé ma mère en me servant du rôti, « ta sœur traverse une période difficile. Elle ne trouve pas sa voie. Les patrons sont méchants avec elle, ils ne comprennent pas sa sensibilité artistique. Mon père avait renchéri, tu as réussi, toi. Tu as cette grande entreprise. Tu pourrais l'embaucher. Juste pour l'aider à démarrer. C'est la famille, Zélie. On s'aide entre nous. » J'avais hésité. Je savais qu'Élodie était paresseuse et capricieuse. Mais le regard suppliant de ma mère et la pression silencieuse de mon père avaient eu raison de moi. J'avais toujours cherché leur validation. J'avais toujours espéré qu'en étant assez riche, assez puissante, assez généreuse, ils finiraient par me regarder avec la même adoration qu'ils avaient pour Élodie. J'avais donc créé un poste sur mesure pour elle, coordinatrice d'image. Un titre pompeux qui ne voulait rien dire. Son travail consistait à gérer les réseaux sociaux de l'agence et à faire de la veille concurrentielle. Un travail qu'un stagiaire aurait fait en 2 heures. Élodie y passait sa semaine, quand elle daignait venir. Puis, il y a 6 mois, elle a insisté pour que j'embauche Thibaut, son fiancé. Thibaut, 28 ans, un homme aux allures de man karaté, qui se disait consultant en stratégie mais qui passait ses journées à jouer sur son téléphone. Il va nous aider à nous développer à l'international, avait assuré Élodie. J'avais cédé, encore une fois. Pour la paix des ménages. Ce soir-là, dans mon bureau sombre, je regardais les chiffres. Les dépenses de représentation avaient explosé. Des déjeuners d'affaires dans des restaurants étoilés où je n'avais jamais mis les pieds.
Des frais de déplacement pour des prospections à Cannes ou Deauville qui n'avaient abouti à aucun contrat. Je me disais, allez, c'est bientôt son mariage. Elle est stressée. Elle a besoin de décompresser. Une fois mariée, elle se calmera. Le mariage. Le grand événement. Depuis 1 an, Élodie ne parlait que de ça. Elle voulait un mariage de conte de fées. Et bien sûr, qui payait? Officiellement, mes parents. Officieusement, c'était l'argent que je versais à mes parents chaque mois pour leur retraite qui finançait tout. Plus les avances sur salaire qu'Élodie me réclamait constamment. J'avais posé ma semaine de vacances pour l'aider. J'avais prévu une surprise incroyable, un chèque de 10 000 € sur un compte épargne bloqué pour leur futur apport immobilier. C'était mon cadeau de mariage. Je regardais le calendrier sur mon bureau. Nous étions vendredi soir. Le mariage était prévu pour ce dimanche, dans un domaine privé dont elle avait gardé le lieu secret jusqu'au dernier moment pour l'effet de surprise. Demain, samedi, je ne travaille pas, me suis-je dit à voix haute. Je vais me faire une beauté, préparer ma robe et attendre les instructions pour le lieu. Fanchon, mon assistante et ma seule véritable amie dans cette entreprise, passa la tête par l'entrebâillement de la porte. « Zélie ? Tu es encore là ? Il est tard. » Je finis juste de vérifier les comptes, Fanchon. Tu sais comment est Élodie avec les factures. Fanchon fit une grimace. Elle n'aimait pas ma sœur, et elle ne s'en cachait pas, tu es trop bonne, Zélie. Vraiment. Si j'avais une sœur comme ça. Bref. Rentre chez toi. Tu as un grand week-end qui t'attend. Oui, le mariage du siècle, dis-je avec un sourire fatigué. Tu as l'air ravie, ironisa Fanchon. C'est ma sœur. Je suis contente pour elle. C'était un mensonge. Je n'étais pas contente. J'étais épuisée. J'avais l'impression d'être une vache à lait qu'on trait jusqu'à la dernière goutte. Mais je chassais cette pensée. C'était la fatigue qui parlait. Je rangeais les dossiers dans mon sac en cuir. Une intuition désagréable me piquait le ventre. Une sensation de malaise que je n'arrivais pas à identifier. Les chiffres ne collaient pas. Il y avait des incohérences trop grossières pour être de simples erreurs. En sortant de l'immeuble, le vent froid de Nantes me gifla le visage. Je resserrai mon écharpe. J'avais construit cet empire seul. J'avais tout donné à ma famille. Alors pourquoi me sentais-je si incroyablement seule ce soir-là? Je montai dans ma voiture. Je ne savais pas encore que ce week-end allait changer ma vie à jamais. Je ne savais pas que la Zélie douce et généreuse allait mourir pour laisser place à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de beaucoup plus dangereux. Mais ce soir-là, je rentrais juste chez moi, l'esprit troublé par une facture bizarre que j'avais aperçue au dernier moment. Location de matériel sonore, 5 000 €. Pour une agence d'événementiel qui possède son propre matériel? C'était étrange. Très étrange. Le samedi matin, je me suis réveillée avec une boule au ventre. L'intuition de la veille ne m'avait pas quittée, elle s'était même amplifiée pendant mon sommeil agité. Au lieu de me préparer pour une séance de spa relaxante avant le mariage du lendemain, j'ai fait quelque chose que je m'étais promis d'éviter le week-end. J'ai allumé mon ordinateur portable professionnel sur la table de ma cuisine. Je me suis fait un café noir, très fort. Mes mains tremblaient légèrement en tapant mon mot de passe. J'avais besoin de comprendre cette facture de 5 000 €. En me connectant au serveur de la banque, j'ai réalisé que je n'avais pas accès à tous les détails. Élodie, en tant que responsable des petits achats, avait les codes de la carte Business Platinum. J'avais confiance. Quelle idiotie! La confiance est le terreau des trahisons les plus douloureuses. J'ai décidé d'aller au bureau. Le bâtiment était désert le samedi. Le silence était pesant, presque menaçant. Je suis allé directement dans le bureau d'Élodie. C'était un capharnaüm. Des magazines de mode, des échantillons de tissus, des emballages de chocolat traînaient partout. J'ai ouvert son tiroir du haut. Il n'était pas verrouillé. Bien sûr que non. Élodie ne pensait jamais aux conséquences, elle se croyait intouchable. À l'intérieur, j'ai trouvé une pochette cartonnée rose fluo marquée projets spéciaux. J'ai ouvert la pochette. Et là, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'étaient pas des factures pour l'agence. C'était une litanie de dépenses personnelles,
toutes payées avec la carte de l'entreprise. Une robe de mariée de créateur, 8500 €, libellée dans la comptabilité comme impression brochure luxe. Un service de traiteur gastronomique, 12 000 €, libellé comme séminaire de fin d'année. Des alliances chez un joaillier de la Place Royale, 4 000 €, libellé comme cadeau client VIP. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine. Je tournais les pages, incrédule. La somme totale était vertigineuse. Mais le pire restait à venir. Tout au fond de la pile, une facture pliée en 4 attira mon attention. C'était une facture du Château des Rêves, un domaine viticole somptueux situé dans la vallée de la Loire, à environ 2 heures de Nantes. Montant, 18 000 €. Date de la prestation, vendredi 15 novembre. Hier. Objet, mariage de Mademoiselle Élodie et Monsieur Thibault, formule princesse. Je relus la date 3 fois. Vendredi 15 novembre. Mais nous étions samedi 16. On m'avait dit que le mariage était dimanche 17. Mon cerveau refusait d'accepter l'information. C'était impossible. Il devait y avoir une erreur de frappe sur la facture. Peut-être qu'ils avaient payé la veille pour le lendemain? J'ai saisi mon téléphone. J'ai composé le numéro du Château des Rêves. Une voix douce et professionnelle a répondu après 2 sonneries. Château des Rêves, bonjour. Céleste à votre écoute. Bonjour, ma voix était rauque. Je me suis raclé la gorge. Bonjour, je suis l'assistante de Madame Élodie. Je voulais vérifier quelques détails concernant le mariage. Ah, le mariage d'hier, coupa la réceptionniste avec enthousiasme. C'était absolument magnifique. Madame Élodie était ravissante. Tout s'est déroulé à la perfection. Les invités sont repartis ce matin après le brunch. Il y a un souci avec la facturation? Le monde s'est arrêté de tourner. Le mariage a eu lieu hier, ai-je balbutié, incapable de maintenir mon rôle. Oui, bien sûr. La cérémonie a commencé à 15 heures dans la chapelle, suivie du cocktail dans les jardins. C'était féerique. Vous n'étiez pas présente? Je ne pouvais plus respirer. Non. Non, je n'étais pas présente. Merci. J'ai raccroché. Je suis restée assise là, dans le fauteuil de bureau en velours rose de ma sœur, entourée des preuves de son vol. Ils s'étaient mariés hier. Le vendredi, pendant que je travaillais tard au bureau pour compenser leur incompétence. Pendant que je signais des contrats pour payer leur salaire. Pendant que je rêvais de leur offrir un appartement. Ils avaient fait la fête. Ils avaient bu du champagne payé avec MON argent. Ils avaient dansé. Et je n'étais pas là. Pourquoi? Était-ce une erreur? Un oubli? Non, on n'oublie pas sa sœur aînée, son employeur, sa bienfaitrice. C'était délibéré. Une colère froide, inconnue, commença à monter en moi. Ce n'était pas la colère explosive que je connaissais. C'était quelque chose de plus sombre. Une rage glaciale qui anesthésiait la douleur pour laisser place à une lucidité terrifiante. Je devais savoir. Je devais entendre la vérité de leur propre bouche. Je devais comprendre comment ma propre chair et mon propre sang avaient pu me poignarder dans le dos avec autant de précision. Je regardais l'écran de mon téléphone. Le nom Élodie, ma sœurette, émoticône, cœur s'affichait dans mes contacts. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Le téléphone a sonné. 1 fois. 2 fois. 3 fois. À chaque sonnerie, une partie de mon amour pour elle mourait. Puis, elle a décroché. Et ce qu'elle a dit allait sceller son destin. Allô? La voix d'Élodie était pâteuse, traînante. Je pouvais entendre le bruit de fond caractéristique d'un lendemain de fête, des éclats de voix lointains, le tintement de l'argenterie, peut-être un petit déjeuner tardif au lit. Élodie, dis-je, essayant de garder ma voix neutre, bien que mes mains soient crispées sur le bord du bureau au point d'en avoir les jointures blanches. Zélie. Elle a ri, un petit rire gloussant. Oh mon Dieu, quelle heure il est? Pourquoi tu m'appelles si tôt? On dort encore à moitié ici. Il est 10 heures du matin, Élodie. Je t'appelle pour le mariage. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd, épais. Puis, elle a soupiré,
comme si je l'ennuyais profondément. Ah, ça. Oui, ça, insistai-je. Je voulais savoir à quelle heure je devais arriver demain. Pour la cérémonie. J'ai préparé ma robe, j'ai le cadeau. Elle m'interrompit par un rire plus fort, plus méchant cette fois. Oh, Zélie. Sérieusement? Tu es tellement naïve parfois, c'est presque mignon. De quoi tu parles? Le mariage, Zélie. C'est fini. C'était hier. Les mots flottaient dans l'air comme une sentence toxique. Même si je connaissais déjà la vérité, l'entendre de sa bouche était comme recevoir un coup de poignard en plein cœur. Hier, répétai-je bêtement. Mais. Maman m'a dit dimanche. Tu m'as dit dimanche. J'ai posé mes jours pour la semaine prochaine. On t'a menti, lâcha-t-elle avec une désinvolture effrayante. Écoute, ne le prends pas mal. Mais on ne voulait pas de toi là-bas. Je sentis les larmes monter, des larmes de rage et d'incompréhension. Tu ne voulais pas de ta propre sœur à ton mariage? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai donné un travail, je te paie, je... Arrête, cria-t-elle soudainement, sa voix devenant aiguë. C'est toujours ça avec toi. L'argent, le travail, ta réussite. Tu nous étouffes, Zélie. Tu es toujours là avec ton air supérieur, tes costumes parfaits, tes leçons de morale. Élodie, fais ci, Élodie, ne dépense pas ça. Tu es chiante. Tu es l'incarnation de l'ennui. Elle reprit son souffle, puis continua, plus doucement mais avec plus de venin. Je voulais une journée parfaite. Une journée où je suis la star. Si tu avais été là, les gens auraient demandé « Ah, c'est ta sœur la femme d'affaires? Celle qui a réussi? Et moi? » Je serais redevenue la petite sœur ratée. Non. Hier, j'étais la princesse. Et tout le monde était heureux sans toi. Tu es, comment dire, tu es la honte de notre bonheur. Tu es trop rigide, trop coincée. Tu aurais gâché l'ambiance avec ta tête d'enterrement. J'étais sidérée. La honte. Moi qui payais ses factures, qui couvrais ses erreurs, qui la protégeais. J'étais la honte? Et papa et maman, demandai-je d'une voix faible. Ils étaient d'accord avec ça? J'entendis du mouvement derrière elle. Puis la voix de ma mère, Bérénice, résonna, lointaine mais distincte. Qui c'est chérie? C'est Zélie. Oui maman, elle demande pourquoi elle n'était pas invitée. J'entendis ma mère rire. Un rire léger, insouciant. Dis-lui qu'on a suivi les ordres de la mariée. C'est toi la reine ce week-end, ma puce. On ne voulait pas de drame. Elle va encore nous faire une scène de jalousie. Dis-lui de raccrocher, le champagne va réchauffer. Le téléphone revint à l'oreille d'Élodie. Tu as entendu? C'est moi la patronne ici. Allez, bisous Zélie. Ne sois pas triste. On t'enverra des photos. Ah, et merci pour le bonus de fin d'année, on va s'éclater aux Maldives. Elle raccrocha. Le silence retomba dans le bureau. Un silence de mort. Je regardais l'écran noir de mon téléphone. Arrêtez-vous une seconde. Mettez-vous à ma place. Votre sœur vous dit que vous êtes une honte, vos parents rient de votre exclusion, tout en buvant le champagne payé avec votre argent volé. Que auriez-vous fait? Auriez-vous pleuré? Auriez-vous cassé quelque chose? Auriez-vous pris votre voiture pour aller gâcher leur fête? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à cet instant précis. Moi? Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Quelque chose s'est brisé en moi, mais ce n'était pas mon cœur. C'était la chaîne qui me retenait à eux. Cette obligation filiale, ce besoin maladif d'être aimé par des gens incapables d'aimer. C'était fini. Je me suis levée. J'ai lissé ma jupe. J'ai regardé mon reflet dans la vitre du bureau. Je ne voyais plus la Zélie vache à lait. Je voyais une femme d'affaires redoutable qui venait de découvrir une fraude massive. Ils voulaient que je sois la méchante? Ils allaient être servis. Ils pensaient que j'étais la honte? Je vais devenir leur pire cauchemar. Je n'allais pas faire une scène. Je n'allais pas crier.
J'allais agir avec la froideur et la précision chirurgicale qui avaient fait le succès de mon entreprise. Mais avant de frapper, je devais voir mes parents. Je devais leur donner une dernière chance, une infime possibilité de justifier l'injustifiable. Je devais voir s'il restait une once d'humanité en eux. Je pris mes clés de voiture. Direction la maison de mon enfance. Je conduisis jusqu'à la maison de mes parents comme un automate. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel grisacier qui reflétait parfaitement mon état d'esprit. La maison se trouvait dans une banlieue résidentielle calme de Nantes. Une jolie maison avec un jardin bien entretenu, une véranda que j'avais payée à rénover l'année dernière, et une nouvelle clôture financée par mes soins il y a 6 mois. En arrivant devant le portail, je vis que les volets étaient clos. La voiture de mon père n'était pas là. Bien sûr. Ils étaient encore au château des rêves, profitant du brunch du lendemain de mariage, probablement en train de raconter aux invités à quel point ils étaient fiers de leur gendre Thibaut, ce parasite. Je me garai et sortis mon téléphone pour appeler mon père, Gatien. Il répondit au bout de la 5e sonnerie. Oui. Sa voix était agacée, impatiente. Bonjour papa. C'est Zélie. Je sais qui c'est, j'ai l'affichage du nom. Qu'est-ce que tu veux? On est occupé là. Occupé. Le mot résonna dans ma tête. Occupé à célébrer l'union de leur fille préférée en excluant l'autre. Je suis devant chez vous. Je voulais vous voir. On n'est pas là, coupa-t-il sèchement. On rentrera ce soir. Ou demain. Écoute Zélie, ta sœur m'a dit que tu as appelé. Ne commence pas avec tes drames. Mes drames? Ma voix monta d'un cran malgré moi. Papa, vous avez marié Élodie hier sans me le dire. Vous m'avez menti sur la date. Vous m'avez exclu. Tu appelles ça un drame de ma part? Il soupira bruyamment, un son qui exprimait tout le mépris qu'il ressentait pour mes émotions. Oh, arrête de jouer à la victime. Tu es toujours si dramatique. On a fait ça pour le bien de tout le monde. Pour le bien de qui? D'Élodie. C'était son jour. Tu sais comment tu es, Zélie. Tu arrives avec tes vêtements de marque, ta voiture de luxe, ton air sérieux. Tu intimides les gens. Les amis de Thibaut sont des gens simples. On ne voulait pas qu'ils se sentent mal à l'aise à côté de ta réussite ostentatoire. J'étais sans voix. Ma réussite, fruit de mon travail acharné, était devenue une insulte pour eux. Donc, vous avez honte de moi? C'est ça? Ce n'est pas de la honte, rectifia-t-il sans conviction. C'est juste que, tu ne cadres pas. Tu es l'élément perturbateur. Et puis, soyons honnêtes, tu n'aurais pas aimé. Il y avait de la musique forte, des jeunes, de la joie. Toi, tu es toujours à penser au travail. On t'a rendu service en ne t'invitant pas. Rendu service. Répétai-je, sentant la bile monter dans ma gorge. Et qui a payé pour ce service, papa? Qui a payé le château? Le traiteur? La robe? Il y eut un court silence. Puis il répondit avec une arrogance qui me glaça le sang, c'est l'argent de la famille, Zélie. Tu as de l'argent, beaucoup d'argent. C'est normal que tu contribues. C'est ton devoir de grande sœur. Tu ne vas pas nous reprocher d'avoir offert un beau mariage à ta sœur alors que tu nages dans les billets? Ce serait mesquin. Tout était là. La vérité nue et crue. Pour eux, je n'étais pas une fille. Je n'étais pas une sœur. J'étais un carnet de chèques sur pattes. J'étais une ressource à exploiter. Mon devoir était de payer et de me taire. De financer leurs rêves tout en restant dans l'ombre pour ne pas leur faire de l'ombre. Ils avaient rationalisé leur cruauté. Ils s'étaient convaincus qu'ils avaient le droit moral de me voler et de m'humilier parce que j'avais les moyens. Je vois, dis-je doucement. C'est très clair maintenant. Bien, dit mon père, pensant avoir gagné l'argument. Allez, on en reparle la semaine prochaine. On passera au bureau lundi pour te montrer les photos. Tu verras, c'était magnifique. Il raccrocha sans même un au revoir. Je restais là, assise dans ma voiture devant cette maison que j'avais aidé à entretenir. Je regardais la nouvelle clôture. Je regardais la véranda.
Chaque brique, chaque plante semblait se moquer de moi. J'avais passé ma vie à essayer d'acheter leur amour. J'avais cru que si je donnais assez, ils finiraient par m'aimer. Mais c'était l'inverse. Plus je donnais, plus ils me méprisaient. Ils me méprisaient parce que je leur rappelais leur propre médiocrité, leur dépendance. J'ai démarré la voiture. Je n'ai pas pleuré. Mes yeux étaient secs, brûlants. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai pris la direction du centre-ville. J'avais un appel à passer. Pas à ma famille, mais à la seule personne qui pouvait m'aider à transformer cette douleur en une arme de destruction massive, Maître Vianney, mon avocat. Le dimanche n'allait pas être un jour de repos. Ce serait le jour où je préparais la guillotine. Maître Vianney est un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris acier et au regard perçant. Il m'a toujours dit, Zélie, en affaires comme en famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Je ne l'avais jamais cru. Jusqu'à aujourd'hui. Il a accepté de me recevoir un dimanche après-midi dans son cabinet privé, alerté par le ton glacial de ma voix au téléphone. J'avais aussi convoqué un expert comptable indépendant, un ami de Vianney, pour auditer l'intégralité des comptes sur les 3 dernières années. Nous avons passé 6 heures enfermés dans cette salle de réunion aux boiseries sombres. Dehors, la ville de Nantes s'animait pour le dimanche après-midi, les familles se promenaient, insouciantes. À l'intérieur, nous disséquions le cadavre de ma confiance familiale. Regardez ici, Zélie, dit l'expert comptable en pointant une ligne sur son écran. Société fictive Ivens Loire. Les virements sont mensuels depuis 2 ans. 2 000 € par mois. Le bénéficiaire est un compte personnel. Vous savez à qui il appartient ? Je regardais le RIB. Je connaissais ce numéro par cœur. C'est le compte joint de mes parents, dis-je, la voix blanche. Il se versait un salaire. Un salaire de consultant fictif. Élodie avait dû mettre ça en place pour eux. Et là, continuait l'expert. Frais de déplacement. Thibaut a facturé des kilomètres équivalents à 3 fois le tour de la Terre en un an. Il a aussi acheté du matériel informatique, 3 MacBook Pro, 2 iPads, des caméras. Vous avez vu ce matériel au bureau ? Jamais, répondis-je. Il a toujours son vieux PC portable. Ils avaient tout revendu. Ou gardé pour eux. Au fur et à mesure que les heures passaient, le montant total du préjudice grimpait. Les 18 000 € du mariage n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Vêtements de luxe, restaurants, courses au supermarché, abonnements Netflix, essence, factures d'électricité de leur domicile personnel. Tout y passait. Élodie et Thibaut avaient transformé la carte bancaire de l'entreprise en leur tirelire personnel. Mes parents touchaient leur rente mensuelle volée, en plus de l'argent que je leur donnais officiellement de ma poche. Le total, demandai-je à la fin, épuisé. L'expert comptable ôta ses lunettes et se frotta les yeux. Sur les 24 derniers mois, en incluant le mariage d'hier, les détournements s'élèvent à 68 450 €. C'est du vol qualifié, abus de biens sociaux, et faux et usage de faux en écriture comptable. Presque 70 000 €. C'était le prix de ma naïveté. Maître Vianney posa sa main sur mon bras. Zélie, ce sont des charges lourdes. Si tu portes plainte, ta sœur risque la prison. Tes parents aussi pour complicité et recel. Es-tu sûr de vouloir aller jusque-là ? C'est ta famille. Je regardais par la fenêtre. Je repensais au rire d'Élodie au téléphone. On n'invite pas la honte. Je repensais à mon père. C'est ton devoir de payer. Il n'avait eu aucune pitié pour moi. Il m'avait pressé comme un citron et jeté l'écorce. Je me tournai vers Vianney. Mon visage était de marbre. Préparez les papiers, maître. La plainte pénale, les lettres de licenciement pour faute lourde et la mise en demeure de rembourser sous 48 heures. Je veux que tout soit prêt pour demain matin 9 h. Et pour tes parents ? Eux aussi. Ils étaient consultants, non ? Je mets fin à leur contrat. Et je réclame le remboursement des salaires fictifs. Vianney hocha la tête, un petit sourire approbateur aux lèvres. Bien. C'est la Zélie que je connais. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une serviette en cuir remplie de documents explosifs. Je n'ai pas mangé.
Je me suis assise dans mon salon, dans le noir, et j'ai attendu l'aube. Je ne ressentais plus de tristesse. Je ressentais une étrange puissance. Pendant des années, j'avais eu peur de les perdre. Peur qu'ils ne m'aiment plus. Mais ce soir, j'avais compris, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient mon argent. Eh bien, demain, le robinet allait être coupé. Et j'allais regarder le spectacle. Le lundi matin se leva, gris et froid. Je mis mon tailleur le plus strict, mes talons les plus hauts. Je me maquillai avec soin. Je voulais être impeccable. Je partis pour le bureau. La guillotine était aiguisée. Il ne restait plus qu'à la faire tomber. Lundi, 9h30. J'étais assise à la tête de la grande table de conférence en verre. J'avais convoqué toute l'équipe, les 6 employés fidèles, Fanchon, et bien sûr, les stars de la famille. Élodie et Thibaut arrivèrent avec 30 minutes de retard, comme d'habitude. Ils avaient l'air à la fois fatigués et euphoriques. Élodie portait une nouvelle tenue, probablement payée par moi, et agitait sa main gauche pour faire briller son alliance sous les néons. Thibaut avait des lunettes de soleil qu'il ne prit même pas la peine d'enlever. « Salut la compagnie », lança Élodie en entrant, sans même me regarder. Désolée pour le retard, le week-end a été intense. Elle gloussa en regardant Thibaut. Elle posa une boîte de dragées bon marché sur la table. Tiens, Zélie, un petit souvenir. Comme tu n'étais pas là. Un silence gêné parcourut la salle. Les autres employés baissèrent les yeux. Ils savaient. Tout le monde savait que j'avais été exclu. L'humiliation était publique. Je ne touchais pas à la boîte. Je restais immobile, les mains jointes sur le dossier devant moi. « Asseyez-vous », dis-je d'une voix qui claqua comme un fouet. Élodie leva les yeux au ciel mais s'assit. Oula, l'ambiance est glaciale. Qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes encore? J'appuyai sur la télécommande du projecteur. L'écran blanc derrière moi s'illumina. Ce n'était pas le planning de la semaine. C'était un tableau Excel géant, avec des scans de factures en haute définition. En gros, au centre, facture Château des Rêves, 18 000 €, PYR carte société. Le sourire d'Élodie se figea instantanément. Thibaut retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux cernés de panique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia Élodie. « Ça, Élodie, c'est la raison pour laquelle cette réunion a lieu, » répondis-je calmement. Je fis défiler les diapositives. Robe de mariée, 8 500 €. Traiteur, 12 000 €. Voyage personnel, 5 000 €. Total détourné, 68 450 €. Je me levai. Je les dominais de toute ma hauteur. Vous avez utilisé l'argent de cette entreprise, l'argent de mon travail et du travail de tes collègues ici présents, pour financer votre vie de luxe et votre mariage. Un mariage auquel vous m'avez interdit de venir parce que j'étais une honte. Élodie devint rouge écarlate, puis blanche. Elle se leva brusquement. C'est faux. Ce sont des frais de représentation. Tu avais dit qu'on pouvait. Je n'ai jamais dit que tu pouvais voler 70 000 €, rugis-je, ma voix résonnant dans toute la pièce. Tu as falsifié les écritures comptables. Tu as menti. Tu as volé. Je jetai 2 enveloppes épaisses sur la table, devant eux. Voici vos lettres de licenciement pour faute lourde. Effet immédiat. Pas d'indemnité, pas de préavis. Vous êtes viré. Thibaut essaya de jouer au dur. Tu ne peux pas faire ça, Zélie. On est de la famille. On est associés. Tu n'es pas associé, Thibaut. Tu es un employé parasite. Et tu as de la chance que je ne sois pas allé directement chez les flics ce matin. Quoique. Je marquai une pause théâtrale. La plainte est prête. Si je n'ai pas un plan de remboursement signé et une première tranche de 20 000 € sur mon bureau avant ce soir, je l'envoie au procureur. Élodie explosa. Elle se mit à hurler, des larmes de crocodile inondant son visage. Tu es un monstre. Tu fais ça par jalousie. Parce que personne ne veut de toi. Tu veux détruire mon bonheur parce que tu es une vieille fille aigrie. Maman et papa ne te pardonneront jamais.
Maman et papa? Je souris froidement. Ils ont aussi reçu leur lettre recommandée ce matin. Fini les salaires fictifs. Le robinet est fermé, Élodie. Pour tout le monde. Elle me regarda avec une haine pure, une haine si viscérale qu'elle me fit reculer intérieurement. C'était ça, le vrai visage de ma sœur. Pas la princesse fragile, mais une harpie cupide. Sors de mon bureau, ordonnai-je. Et rends-moi le téléphone et l'ordinateur. Tout de suite. Elle attrapa son sac à main, prête à partir. Le téléphone, Élodie. Et la carte bleue. Je fis signe aux 2 agents de sécurité que j'avais exceptionnellement engagés pour la matinée. Ils entrèrent dans la salle. Devant l'humiliation ultime d'être escortée dehors, Élodie jeta son iPhone professionnel par terre, brisant l'écran. Tiens. Garde-le ton téléphone de merde. Je te déteste. Elle sortit en courant, suivie d'un Thibaut piteux qui n'osait même pas me regarder. Quand la porte se referma, le silence revint. Mes employés me regardaient, les yeux écarquillés, un mélange de peur et d'admiration sur le visage. Je me rassis, les jambes tremblantes, mais la tête haute. Désolé pour ce spectacle, dis-je à mon équipe. Fanchon, tu peux appeler le service de nettoyage? Et on reprend le travail. On a des clients honnêtes à servir. J'avais gagné la première bataille. Mais je savais que la guerre ne faisait que commencer. Le téléphone de mon bureau se mit à sonner. C'était le numéro de la maison de mes parents. Je débranchai la prise. CTA, réaction émotionnelle. Si vous aviez été dans cette salle de réunion, auriez-vous applaudi? Auriez-vous ressenti de la pitié pour elle? Cliquez sur le bouton j'aime si vous pensez qu'ils ont mérité ce licenciement public. Ça m'aide à savoir que je n'étais pas folle de faire ça. Le calme après la tempête n'a pas duré longtemps. Dès que j'ai rebranché mon téléphone, il a explosé. 10 appels manqués de maman. 8 de papa. Des messages vocaux hurlants, pleurants, menaçants. Mais le pire, c'était la famille élargie. Dans la psychologie des familles toxiques, on appelle ça les singes volants, ces personnes manipulées par les narcissiques pour faire le sale boulot et attaquer la victime. La première fut tante Hermine. C'est la sœur de mon père, une femme bourgeoise, riche et incroyablement snob, qui a toujours considéré qu'Élodie était la seule beauté de la famille. Elle débarqua à mon bureau sans rendez-vous en début d'après-midi, forçant le passage devant Fanchon. Zélie, tonna-t-elle en entrant, son sac Louis Vuitton au bras. As-tu perdu la tête? Ta mère vient de m'appeler en pleurs. Elle a fait un malaise. Tu veux tuer tes parents? Je continuais de taper sur mon clavier sans lever les yeux. Bonjour tante Hermine. Si maman a fait un malaise, c'est probablement parce qu'elle a réalisé qu'elle allait devoir vivre avec sa propre retraite et non plus avec mon argent. Hermine frappa du poing sur mon bureau. Comment oses-tu parler d'argent? La famille, c'est sacré. Tu as humilié ta sœur le lendemain de ses noces. Tu lui as repris ses cadeaux. C'est d'une mesquinerie. Je ne pensais pas que tu étais aussi cruel. Tout le monde est choqué. Les cousins, les oncles. On parle tous de toi, et pas en bien. Je levai enfin les yeux. Je la fixai droit dans ses pupilles dilatées par la colère. Ah, vous parlez tous? Est-ce que Élodie vous a dit pourquoi je l'ai virée? Elle vous a dit qu'elle a volé 70 000 euros? Des détails, balaya Hermine d'un revers de main manucuré. Elle a emprunté. Elle allait rendre. Elle est jeune, elle a fait des erreurs. Mais toi, tu as le pouvoir, tu as l'argent. Tu aurais dû lui pardonner. C'est ça, être une grande sœur. Je me levai doucement. J'ouvris un tiroir et sortis une feuille imprimée. Tante Hermine, tu as un très beau sac Louis Vuitton. Modèle capucine, n'est-ce pas? Environ 5 000 euros. Elle blanchit légèrement et serra son sac contre elle. Oui, c'est un cadeau d'Élodie pour mon anniversaire le mois dernier. Elle est généreuse, elle. Je lui tendis la feuille. Regarde la ligne 42, Hermine. Achat Louis Vuitton, 5 200 euros, carte Société L'Éclat. Je la laissai lire. Ses mains commencèrent à trembler. Ce sac a été payé avec l'argent de mon entreprise.
C'est du recel de bien social, Hermine. Techniquement, ce sac m'appartient. Ou alors, il appartient à la police comme pièce à conviction. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'arrogance d'Hermine s'évapora instantanément, remplacée par une peur primitive. Dans son monde bourgeois, un scandale policier était pire que la mort. Je ne savais pas, bégaya-t-elle. Maintenant tu sais. Alors voici ce qui va se passer. Tu vas sortir de mon bureau. Tu vas appeler tous les membres de la famille que tu as montés contre moi, et tu vas leur dire que Zélie a raison. Et ce sac? Tu vas me le laisser. Là. Sur le bureau. Elle me regarda, horrifiée. Mais, mes affaires sont dedans. Vide-le. L'humiliation changea de camp. Sous mon regard impitoyable, ma tante hautaine vida son sac de luxe sur mon bureau, rouge à lèvres, clés, mouchoir. Elle posa le sac vide, tremblante. « Tu es le diable », chuchota-t-elle. « Non, Hermine. Je suis la justice. Au revoir. » Elle s'enfuit presque en courant, ses affaires serrées contre sa poitrine comme une voleuse. Je regardai le sac posé sur mon bureau. Je n'en voulais pas. Il me dégoûtait. Mais c'était un trophée. Le symbole que je ne me laisserais plus jamais marcher dessus. Le téléphone cessa de sonner. Hermine avait dû faire son travail. Le message était passé, Zélie ne joue plus. Zélie mort. Mais je savais que mes parents et Élodie ne lâcheraient pas si vite. Ils étaient acculés. Et une bête acculée est dangereuse. Le soir même, je reçus une notification de ma banque. Ils avaient essayé d'utiliser la carte de crédit de l'entreprise pour réserver des billets d'avion pour les Maldives. Transaction refusée. La guerre financière était déclarée. Et j'avais toutes les munitions. Les jours qui suivirent furent une descente aux enfers pour ma famille, et une étrange catharsis pour moi. J'avais officiellement déposé plainte. La police judiciaire avait pris le dossier au sérieux vu les montants engagés. Les comptes bancaires personnels d'Élodie et Thibaut furent gelés dans le cadre de l'enquête préliminaire. Leur lune de miel aux Maldives, ce rêve de luxe qu'ils avaient prévu de s'offrir avec mon argent, s'effondra avant même de commencer. J'appris par des amis communs, qui s'étaient soudainement rappelé mon existence maintenant que j'avais montré les dents, que la scène à l'aéroport avait été épique. Arrivés au comptoir d'enregistrement, leurs billets, achetés frauduleusement, avaient été annulés par la compagnie aérienne sur ma demande. Ils n'avaient aucun moyen de payer d'autres billets. Leur carte personnelle était bloquée. Thibaut, ce lâche, avait apparemment hurlé sur Élodie au milieu du terminal. « Tu m'avais dit qu'elle ne ferait rien. Tu m'avais dit qu'elle paierait toujours. Je t'ai épousée pour la belle vie, pas pour finir en garde à vue. » Quel aveu magnifique. Élodie s'était retrouvée seule, en larmes, abandonnée par son prince charmant dès que le carrosse s'était transformé en citrouille. Du côté de mes parents, la situation était tout aussi catastrophique. Sans les 2000 € mensuels que je leur versais, plus les extras qu'ils volaient, ils ne pouvaient plus assumer leur train de vie. Ils avaient des crédits pour la voiture, pour des travaux, pour des vacances, tout basé sur la certitude que Zélie paiera. Mon père vint me voir au bureau le jeudi. Il avait vieilli de 10 ans en 3 jours. Il n'était plus arrogant. Il était désespéré. « Zélie, dit-il, triturant son chapeau entre ses mains. Il faut arrêter ça. Ta sœur risque la prison avec sursis. Son casier judiciaire sera taché. Elle ne retrouvera jamais de travail. » Elle n'en cherchait pas de toute façon, papa, répondis-je sans lever les yeux de mon écran. Et nous? On ne peut pas payer le crédit de la maison ce mois-ci. On va être interdit bancaire. Tu dois nous aider. Retire ta plainte. S'il te plaît. Je le regardais. J'essayais de trouver de la pitié en moi. C'était mon père, après tout. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo. Mais je ne voyais que l'homme qui m'avait dit, 4 jours plus tôt, que j'étais une honte. J'ai une proposition, dis-je. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Tu retires la plainte? Non. La plainte reste. Mais je peux demander au juge la clémence si vous me remboursez intégralement. Mais on n'a pas cet argent, gémit-il. Vous avez une maison, dis-je froidement. Vendez-la. Vendez la voiture.
Vendez les bijoux. Remboursez-moi chaque centime. Et peut-être que je ne demanderai pas de dommages et intérêts moraux. Il me regarda comme si j'étais un monstre. Tu veux qu'on vende la maison de ton enfance? Ce n'est plus ma maison depuis longtemps, papa. C'est la maison où vous avez élevé Élodie en princesse et moi en servante. Vendez-la. C'est le prix de votre liberté. Il partit en me maudissant, en crachant par terre devant ma porte. Mais je savais qu'il le ferait. Il n'avait pas le choix. Quelques semaines plus tard, la maison était en vente. Ils durent emménager dans un petit appartement en location dans une banlieue grise, loin de leurs amis bourgeois. Olympe, la femme de Thibaut, ou plutôt l'ex-femme, car la procédure de divorce fut lancée un mois après le mariage, tenta de me contacter pour s'expliquer, disant qu'elle avait été manipulée par Élodie. Je n'ai jamais répondu. Le château de cartes s'était effondré. Tout ce qui était construit sur le mensonge, l'apparence et mon argent avaient disparu. Il ne restait que la vérité nue, laide et triste. Je me sentais parfois coupable, la nuit. Étais-je allé trop loin? Avais-je été trop dur? Puis je regardais la photo de leur mariage, celle qu'ils avaient postée sur Facebook avec la légende La famille parfaite, où je n'étais pas. Et je me rappelais, ils n'ont pas hésité une seconde à me briser. Je n'ai fait que leur rendre la monnaie de leurs pièces. La justice n'est pas toujours douce. Parfois, elle est nécessaire pour survivre. 6 mois ont passé. Le procès a eu lieu. Ce fut rapide et humiliant pour eux. Élodie a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et à une obligation de soins psychologiques, le juge a noté son narcissisme évident. Elle doit aussi me rembourser, ce qui signifie qu'elle sera endettée pour les 10 prochaines années. Thibaut a pris une peine similaire. Mes parents ont échappé à la condamnation pénale uniquement parce que j'ai accepté de ne pas les poursuivre directement s'ils vendaient la maison pour rembourser une partie de la dette d'Élodie. Ils ont tout perdu. Leur statut social, leur maison, leur fierté. Un après-midi pluvieux, mon téléphone a sonné. C'était l'hôpital de Nantes. Madame Zéliel. Nous avons votre mère, Madame Bérénice, aux urgences. Elle a fait une attaque ischémique transitoire. C'est un mini AVC. Elle est hors de danger, mais elle réclame sa fille. Mon cœur a fait un bond. Malgré tout, c'était ma mère. Je suis allée à l'hôpital. Dans le couloir aseptisé, j'ai vu mon père, assis sur une chaise en plastique, l'air d'un vieillard brisé. Il portait des vêtements froissés, loin de ses costumes d'antan. Il ne m'a rien dit quand je suis passée. Il a juste baissé la tête. Je suis entrée dans la chambre. Ma mère était allongée, petite et fragile dans ce grand lit blanc. Élodie était là aussi, assise dans un coin. Elle avait perdu sa superbe. Pas de maquillage, les cheveux gras, des vêtements bon marché. Elle me lança un regard noir, chargé de venin, mais ne dit rien. Je m'approchai du lit. Maman? Elle ouvrit les yeux. Des larmes coulèrent immédiatement. Zélie. Tu es venue. Je suis là. Elle attrapa ma main avec une force surprenante. Je suis désolée, Zélie. On a tout gâché. On a été horrible avec toi. Pardonne-nous. On veut que tu reviennes. La famille doit être unie. Pendant une seconde, une toute petite seconde, j'ai failli craquer. J'ai failli dire oui maman, c'est oublié. C'est ce que l'enfant en moi voulait entendre depuis 30 ans. Mais ensuite, j'ai vu ses yeux dériver vers mon sac à main de Marc. J'ai vu le coup d'œil furtif qu'elle a lancé à Élodie. Et j'ai compris. Elle ne s'excusait pas parce qu'elle m'aimait. Elle s'excusait parce qu'ils étaient fauchés. Ils avaient peur de l'avenir. Ils avaient besoin de leur filet de sécurité, de leur banquier. Ils voulaient que je revienne payer l'hôpital, le loyer, les dettes d'Élodie. La réalisation fut comme une douche froide, mais libératrice. Je retirai doucement ma main de la sienne. Je suis contente que tu ailles mieux, maman, dis-je doucement. J'ai réglé les frais de ton hospitalisation d'aujourd'hui à l'accueil. C'est mon dernier cadeau. Quoi? Mais, tu ne restes pas? Sa voix trembla de panique. Non. Je ne suis pas votre fille. Je suis la honte, tu te souviens? Et la honte ne doit pas rester.
Je me tournai vers Élodie. Prends soin d'elle, Élodie. C'est à ton tour maintenant. Tu es la préférée. Montre-leur que tu peux être adulte. Je n'ai pas d'argent, cracha Élodie. Tu nous as tout pris. Je n'ai repris que ce qui m'appartenait. Débrouillez-vous. Je sortis de la chambre sans me retourner. J'entendis ma mère m'appeler, pleurer mon nom. Mais je continuai à marcher. Dans le couloir, je passai devant mon père. Je m'arrêtai une seconde. Adieu, papa. Il ne répondit pas. En sortant de l'hôpital, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait les nuages gris de Nantes. Je pris une grande inspiration. L'air n'avait jamais été aussi pur. C'était fini. Pour de bon. J'avais coupé le cordon gangrené. J'étais orpheline de famille, mais j'étais enfin libre. Un an s'est écoulé depuis ce jour à l'hôpital. Ma vie a changé du tout au tout. Sans le poids financier et émotionnel de ma famille toxique, mon entreprise a décollé de manière exponentielle. J'ai ouvert une antenne à Paris, près des Champs-Élysées. Je partage désormais mon temps entre Nantes et la capitale. J'ai appris à vivre pour moi. J'ai voyagé. J'ai acheté l'appartement de mes rêves avec vue sur la Tour Eiffel, celui-là même que j'aurais peut-être sacrifié pour aider Élodie si les choses avaient été différentes. J'ai aussi rencontré quelqu'un. Marc. Il est architecte. Il ne sait pas tout de mon passé, mais il sait que je ne parle plus à ma famille. Et il respecte ça. Pour la première fois, je suis avec un homme qui m'invite au restaurant, qui m'offre des cadeaux sans rien attendre en retour, qui m'aime pour mon rire et non pour mon compte en banque. Hier, j'étais assise à la terrasse d'un café parisien, profitant du soleil printanier. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Salut Zélie. C'est Élodie. Je n'ai plus rien à manger dans le frigo. Maman va mal. S'il te plaît, envoie juste 50 €. Juste pour manger. On est ta famille. J'ai regardé le message. Jadis, j'aurais paniqué. J'aurais envoyé 500 €, pas 50. J'aurais couru pour les sauver. Mais aujourd'hui, j'ai bu une gorgée de mon café crème. J'ai repensé à mon mariage imaginaire auquel je n'avais pas été invitée. J'ai repensé au mot honte. J'ai appuyé sur bloquer ce numéro. Puis j'ai effacé la conversation. C'était aussi simple que ça. Pas de colère. Juste de l'indifférence. Ils avaient fait leur lit, maintenant ils devaient se coucher dedans. J'ai appris une leçon précieuse que je veux partager avec vous aujourd'hui. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie. La vraie famille, ce sont les gens qui vous respectent, qui vous soutiennent quand vous tombez, et qui célèbrent vos victoires avec vous, pas malgré vous. Ne laissez jamais personne, même vos parents, vous traiter comme une option ou comme un distributeur de billets. Vous valez mieux que ça. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous êtes le mouton noir ou la vache à lait, sachez que vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de couper les ponts. C'est dur, ça fait mal, mais de l'autre côté de la douleur, il y a la liberté. J'ai détruit leur vie? Peut-être. Mais en réalité, j'ai sauvé la mienne. Et c'est la seule chose qui compte. Je suis Ellie. Je suis forte, je suis heureuse et je suis enfin libre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, partagez votre expérience dans les commentaires. C'est important d'en parler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de karma. Prenez soin de vous, et ne laissez personne éteindre votre lumière. À bientôt. You know, you can just sit in the boat with me. Okay. I never knew this is how women play the game. No, I know. I got it. Me, I would never make fun of you. Mean? More like I got two wool.
I made another crafting table on accident. Boop. Most people. Oh, yeah, I read that. But congratulations, shit. Um. What kind of house do I want? I'm gonna clear this out, actually. What, 4 times? Let me check. 1, 2, 3, 4. Yeah, What? I died twice. Yeah, So less bad about I feel terrible. I shouldn't have died. rubber. Eat a rubber dick. That is kind of crazy. Cause I would, and you know I would. I grieve different. Huh? Check. Can we cancel toxic? I heard she hates gay people. Oh, so much. You don't even know. Bro. You heard it. The anger. Are you fucking bitch? Arr, and shit. I can't do that. She hates white people the most, though. No. And you're dating a white. Oh, man. Forgot you were. I forgot you were white. Forgot you're the one that's why now. Yeah, she's dumping me after this. She just realized I was white. I understand the I confusion. thought you were fucking Puerto Rican. I understand the confusion. I look Puerto Rican. Dude, I thought you were from Jamaica. Yep. Makes sense. They- Oh shit! Oh shit! Hiya! Hi. Yeah. I got little areas where I can do my plant. Post out. Mm. Get it? Yeah, I'm okay. Ah! No, don't die. You're gonna lose all your stuff and mix it up with my stuff. Oh. Yay. Well, I was saying you were gonna die and mix it up. But it You were going to. didn't- I warned you. I warned you, and that caused it so you didn't die. I warned you, and that I almost just killed myself right now. well, that's- oh, Well, bitch, I'm him. I don't need that. What? you. I wanna be famous.